Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette édition de l'information sur Ivoire TV. Voici les titres de ce journal. Alassane Ouattara est de retour à Abidjan après près d'une semaine d'absence du territoire national. Le chef de l'État est arrivé ce lundi au terme d'une escale à Abuja où il est allé asseoir les bases de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Les travailleurs du secteur des mines sud-africains reconduisent leur grève pour une semaine supplémentaire. Cette grève menace de perturber la production d'électricité et de charbon dans le pays. Le président de la République est rentré hier à Abidjan après un séjour de près d'une semaine à l'extérieur, dont une grande partie aux États-Unis d'Amérique, où il répondait à une invitation de son homologue américain, Barack Obama. Ce dimanche, Alassane Ouattara a fait une escale au Nigeria pour une visite de 48 heures, au cours de laquelle il a remercié encore une fois le président Goodluck Jonathan pour sa contribution au retour de la paix en Côte d'Ivoire et annoncé par là même la création d'une commission mixte ivoiro-nigériane. Alassane Ouattara veut repositionner la Côte d'Ivoire sur l'échiquier international. Cette ambition du numéro 1 ivoirien se matérialise par les nombreuses initiatives prises dans le sens du rapprochement de la Côte d'Ivoire vers ses partenaires extérieurs, et notamment africains. En effet, depuis son accession au pouvoir, le chef de l'État n'a eu de cesse de multiplier les concertations et autres rencontres avec ses pairs africains en vue d'aplanir les divergences accumulées sous l'ère de son prédécesseur. Tour à tour, Alassane Ouattara s'était empressé au lendemain de sa prise de pouvoir de se rendre au Nigeria, au Burkina et au Sénégal, où il était allé remercier ses homologues pour leur soutien dans le respect du verdict des urnes en Côte d'Ivoire. Puis, le président ivoirien avait entrepris une ouverture vis-à-vis du Ghana et du Libéria, pays soupçonnés d'être des susceptibles bases arrières pour une éventuelle rébellion dans le pays. Une fois de plus, de retour de son périple américain, où il a encore mis à profit son séjour pour renforcer les relations que son pays entretient avec d'autres pays de la sous-région, dont la Guinée, le Niger et le Bénin, Alassane Ouattara a marqué une escale au Nigeria, où il est allé sceller l'alliance entre son pays et celui de son homologue Goodluck Jonathan. À l'occasion de cette visite, le chef de l'État ivoirien a une nouvelle fois fait montre de sa détermination à garantir des rapports fraternels entre ces deux pays en annonçant la création d'une commission mixte ivoiro-nigériane qui devra promouvoir les échanges entre ces deux moteurs de l'économie sous-régionale ouest-africaine. Cette politique intégrationniste du numéro 1 ivoirien pourrait bien trouver ses motivations dans la volonté d'Alassane Ouattara de réduire les risques de déstabilisation de son régime à partir de territoires limitrophes. Ensuite, cette démarche peut être vue sous un angle économique dans la mesure où l'excellence des relations avec les pays africains devrait constituer une plateforme d'investissement importante pour les entreprises ivoiriennes qui pourraient alors s'étendre avec beaucoup plus de perméabilité dans l'espace économique régional africain. Autant dire que pour redynamiser l'économie ivoirienne, Alassane Ouattara ne néglige aucun détail, et ce, tant au niveau interne qu'externe, et cela devrait assurément payer. Le zoo d'Abidjan est désormais orphelin de ses 3 lions, Simba, Lia et Loulou, sont morts affamés durant la crise post-électorale, des morts qui révèlent pertinemment la réalité insupportable à laquelle sont confrontés les pensionnaires de cet établissement zoologique. La Côte d'Ivoire sera-t-elle un jour un grand pays touristique ? Difficile de le dire, car même si le potentiel du pays reste énorme en la matière, les autorités locales et même les populations ne semblent pas y accorder un grand intérêt. Cette attitude désobligeante vis-à-vis de la nature, les 3 lions qui séjournaient au zoo d'Abidjan l'ont payé cash. Oui, Simba, Lia et Loulou sont morts de faim, affamés qu'ils ont été durant la crise post-électorale où les combats qui dans le périmètre de la commune d'Abobo, quartier où est situé le zoo d'Abidjan, ont fait fuir les miséreux travailleurs de cet établissement public. Si l'on peut tout de suite être tenté de justifier la mort de ces félins par la situation ubuesque qui a régné dans le pays, la réalité, aussi triste soit-elle, est que le zoo d'Abidjan a de longue date été délaissé dans la politique touristique du gouvernement.
Manque de renouvellement des espèces, mauvaise alimentation, précarité des conditions de survie pour les pensionnaires du zoo d'Abidjan, dont un grand nombre sont issus de l'extérieur. En plus de cela, la situation des travailleurs de cet établissement laisse à désirer. Un tour dans cet espace, qui est pourtant le seul dont dispose le pays depuis 1930, permet de constater la méforme qu'accusent les animaux. Des animaux affligés qui n'attendent visiblement que l'épilogue de leur calvaire en terre ivoirienne pour se ruer vers le Hadès, ce qui pourrait pour eux constituer un soulagement certain. Déjà, le trio de Lyon a emboîté le pas aux 5 dromadaires que le guide libyen Muammar Kadhafi avait fait l'erreur de confier aux Ivoiriens en 2008 lors de sa visite à Abidjan. Ces 5 messagers des dunes du Sahara sont morts. Seulement 2 ans plus tard, en 2010, par inadéquation d'entretien, malnutrition et délaissement. À l'heure où de nouvelles autorités ont pris le pouvoir à Abidjan, le moment est sans doute plus qu'opportun pour se pencher sur le sort de ce qui reste comme faune aux zoo d'Abidjan pour que Simba, Léa et Loulou soient les derniers martyrs de l'inconscience nationale. À l'étranger, sur le continent, les mineurs sud-africains entendent reconduire leur grève pour une semaine supplémentaire en vue de réclamer l'exécution intégrale de leurs revendications, portant sur une hausse de salaire de 14%. Pour rappel, le patronat avait proposé la semaine dernière une revalorisation de 7% des salaires, ce qui a été catégoriquement rejeté par le syndicat national des mineurs. Faute de trouver un accord, la grève se poursuivra. C'est la menace que font planer les mineurs en Afrique du Sud. Lundi, le syndicat national des mineurs a averti que la grève pourrait se poursuivre à cause du désaccord persistant concernant le niveau des salaires. La dernière proposition des employeurs a été jugée insuffisante. Eh bien, la balle est dans le camp des entreprises. Nous n'avons aucun contrôle sur le temps qu'il faudra pour trouver un accord. Nous disons simplement que nous voulons une augmentation de 14% et eux ne proposent que 7 à 9%. Tant qu'ils ne proposeront pas une meilleure offre, il n'y aura pas d'issue. Pour parvenir à un accord, les discussions se poursuivent et voilà déjà plus d'une semaine que les salariés sont en grève. Désormais, nous négocions avec la Chambre des mines, du charbon et de l'or. Nous sommes assez confiants, nous trouverons une solution, même si pour le moment nous n'avons aucune garantie. Nos négociations ont commencé en mai, on est en juillet et nous n'avons pas trouvé de solution. Donc nous avons des signes positifs, les entreprises veulent bien négocier, mais pour le moment nous n'avons pas obtenu de garantie. Le mouvement menace de perturber les exportations de charbon ainsi que la production d'électricité de la première économie africaine. La saison des grèves fait planer une menace sérieuse sur les secteurs cruciaux de l'or, du charbon et du platine. En Égypte, l'armée a délogé ce lundi les derniers manifestants de la place Tahrir qui avaient refusé de céder à l'appel de 26 partis et mouvements politiques à interrompre les manifestations pour la période du jeûne du Ramadan. Cependant, les manifestants promettent de revenir à la charge dès la fin du jeûne pour continuer à exiger une plus grande célérité dans l'application des réformes prévues par l'armée. Ils ont résisté jusqu'au bout. Après plus de 3 semaines d'occupation, il aura fallu moins d'une journée aux forces égyptiennes pour déloger les irréductibles de la place Tahrir. Très vite, la tension monte, l'armée intervient pour disperser la foule, la police anti-émeute chasse les derniers campeurs tandis que les tentes sont démontées. Aussitôt, la circulation des voitures bloquées par les manifestants reprend. Malgré l'agitation, l'évacuation s'est faite sans violence. Il faut dire que la plupart des occupants ont choisi de partir librement. Les principaux partis politiques avaient décidé vendredi de suspendre le sit-in pendant le mois de Ramadan. Une décision qui n'a pas plu à tout le monde. Nous n'arrêterons pas notre mobilisation tant que nos demandes ne seront pas réalisées, jusqu'à ce que le Conseil militaire juge le président déchu. Il faut le juger au plus vite. Dès que ce sera fait, on arrêtera de manifester. Depuis le 8 juillet, des Égyptiens occupent la place Tahrir pour protester contre la lenteur des réformes menées par l'armée. Des manifestants qui ont promis de revenir une fois le Ramadan terminé. Ils sont bien déterminés à manifester jusqu'à ce que leurs revendications soient satisfaites. L'armée syrienne a annoncé un nouvel assaut contre la ville de Hama ce lundi qui a encore fait plusieurs dizaines de morts. L'Union européenne a demandé hier au Conseil de sécurité de l'ONU de prendre des mesures
mesures d'urgence pour venir en aide aux populations de cette ville de Syrie où les manifestations contre le régime du président Bachar el-Assad ne cessent de s'intensifier. Les chars sont toujours en place à Hama. Au lendemain d'une violente offensive de l'armée, les coups de feu n'ont pas cessé dans cette ville du centre du pays où les contestataires sont toujours plus nombreux, 4 mois et demi après le début de la révolte. La mosquée, que l'on voit ici sur des images amateurs, a essuyé de nombreux tirs. Malgré le début du mois du Ramadan, les affrontements ne connaissent donc toujours pas de répit. Ils avaient déjà fait des dizaines de morts dimanche. Plusieurs civils ont encore été tués ce lundi. Les forces du président Bachar el-Assad entendent mettre au pas les places fortes de la contestation. Le régime, qu'est-ce qu'il a fait comme un triangle où il y a la force des manifestations? C'est Hama, Dara et des Resor. Donc il a attaqué sur 3 zones. Le régime il essaie d'attaquer large et vraiment violemment, de frapper tout le monde. Donc nous, on sait défendre. On n'a pas d'autre moyen. On va se défendre pacifiquement, comme on a commencé. Des habitants de Hama, joints par l'agence Reuters, affirment que personne ne peut quitter la ville. Selon ces témoignages, les soldats et les milices loyales au pouvoir tireraient au hasard dans les rues avec des mitrailleuses. 150 000 agents municipaux sont entrés en grève depuis hier en Israël pour soutenir le mouvement de contestation générale qui agite le pays depuis le début du mois de juillet. Le chef du gouvernement Benjamin Netanyahou a annoncé samedi qu'il proposera bientôt un plan pour alléger le poids économique sur les Israéliens. Quant au président Shimon Peres, il est intervenu ce lundi à la télévision au cours d'un débat avec les initiateurs du mouvement de contestation. Objectif est de trouver des solutions. Ils ont beau faire la queue, ces Israéliens ne pourront pas pénétrer dans les locaux de cette mairie. Ce lundi, ils étaient environ 150 000 employés municipaux à faire grève. Objectif, soutenir le mouvement de contestation qui secoue le pays. Depuis le mois de juillet, des centaines de manifestants campent dans un quartier huppé de la capitale israélienne, Tel Aviv. Ils dénoncent la hausse effrénée des prix des logements, mais aussi la montée des inégalités sociales. Je suis là dans ce campement parce que je ne me vois pas continuer à vivre dans un pays qui exploite ses citoyens et qui n'apporte aucune solution aux problèmes de logement, d'éducation, de transport et de vie quotidienne. Et je ne bougerai pas jusqu'à ce que la situation change. Samedi, 150 000 personnes sont descendues dans les rues pour crier leur mécontentement face aux difficultés économiques. Étudiants, mères de famille ou encore médecins. Un mouvement populaire. Selon un sondage du journal Haaretz, 80% des Israéliens soutiendraient les protestataires. Alors face à la grogne, le président israélien Shimon Peres est intervenu ce lundi à la télévision. Lors d'un débat avec des responsables du mouvement, il a appelé au dialogue. Sous pression, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a quant à lui promis des réformes. Avant de se quitter, cette information religieuse, le jeûne du Ramadan a débuté hier lundi pour une durée de 30 jours. Bonne fête de Ramadan donc à tous les musulmans de Côte d'Ivoire et du reste du monde. Voilà, le JT d'Ivoire Télé pour ce lundi, pour ce mardi, c'est terminé. Et merci de votre fidélité. On se retrouve demain pour une autre édition de l'information sur ivoiretv.net. Au revoir.